Bienvenue dans les limbes. Allô tout le monde et merci d'être au rendez-vous. Ce soir, une vidéo un peu différente des autres. En attendant de vous raconter d'autres de vos histoires du paranormal, ce soir, j'aimerais vous présenter une vidéo un peu différente, comme j'ai dit, concernant l'équipement de détection que les chasseurs de fantômes, les enquêteurs du paranormal utilisent. Deux pièces d'équipement un peu particuliers. La première s'appelle le K2. Le K2 qui sert à détecter s'il y a des changements de champs magnétiques, si on détecte des champs magnétiques. Et le deuxième est le REM pod qu'on appelle. Ça, c'est pour voir la proximité. S'il y a une entité qui s'approche de l'appareil ou qui lui touche, ça va émettre un son et une petite lumière. Donc, sans plus tarder, je ne vous retarderai pas plus. Sans plus tarder, on va aller voir la vidéo. Je vous invite à venir avec moi. J'ai visité 3 cimetières et un endroit très très particulier au Québec qu'on appelle le coin de la mort. Suivez-moi, je vous montre ça. Le premier cimetière, c'est dans la région des Bois-Francs, la région de l'Érable. Je fais ma petite reconnaissance avant de sortir mes équipements pour ne pas offenser, pour ne pas déranger des personnes qui pourraient être là, qui sont venus se recueillir sur les tombes de leurs proches. OK. Donc, je sais pas pourquoi que ça... Pourtant, mon téléphone est sur, comment on dit, là, le mode avion. OK, il sonne fort. Donc, vous voyez, le K2 là, fait des flibites un peu. Je vais me rapprocher, il a arrêté, je vais me rapprocher pour le fun. Voyez-vous, je me rapproche, téléphone, je rapproche le téléphone, puis ça le fait. C'est un microphone. Regarde, voyez-vous, c'est un microphone que j'ai. Excusez, j'ai perdu. C'est un microphone wireless, autrement dit, sans fil, qui fait de l'effet sur le K2. Donc, en partant ici, on voit là que il n'y a rien de paranormal là-dedans. Là. C'est vraiment là, mes appareils qui peuvent faire des effets là, non désirés sur les outils. On va l'approcher du REM pod. En approchant du REM pod, ça n'a rien fait. Là, ici, on a vu, là, je vais vous revenir avec l'explication de ce qui s'est passé avec les appareils à la fin. Là. Continuez de regarder jusqu'à la fin, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On pouvait voir ici qu'il ne s'est pas passé grand-chose à part un petit flash des lumières, mais c'est tout. On est rendu dans le 3e cimetière.
Là, il faut dire que j'étais pas gros dans mes pantalons. Et encore là, restez jusqu'à la fin, il y a une explication logique et simple à ce qui vient de se passer. Bref, ouais, je voulais juste vous le montrer, c'est qu'en plein jour, là, pas besoin d'être la nuit. Soyez respectueux, puis faites pas de conneries. Dites-vous que ça, là, ces lots-là, les lots où il y a des pierres tombales, j'entends bouger, peut-être c'est le temps du chevreuil aussi. Il y a du monde qui paye pour ça aussi, hein, donc c'est comme, c'est privé, le monde a accès, tant que la fabrique le permet, mais si vous faites des conneries, puis vous n'êtes pas respectueux envers les défunts, et puis les noms de famille aussi, là, donc ils vont couper l'accès, et puis c'était pas une chasse que je faisais, c'était pas une enquête non plus, je voulais juste tester le matériel. Ici, dans le cimetière, en retournant à mon véhicule, j'ai découvert par terre que des personnes avaient fait le dessin de Ouija dans un cimetière. Ici, on se rend au coin de la mort qu'on appelle. Je crois que c'est le coin de l'autoroute 162 et 165 de Saint-Louis-de-Blandford, si je me souviens bien. Vous pouvez voir là, comment l'intersection est faite. Vous voyez le véhicule à droite, là, tendance à ne pas vouloir faire son arrêt obligatoire. Et je vais vous lire un article de journaux. Je vous dirais depuis les années 70, à toutes les années, il y a des accidents sur ce coin-là. À toutes les années. Des blessés graves, des morts. Attendez, je vais vous lire l'article qu'il y a et c'est dangereux. OK, là on va lire l'article. Un article qui est apparu dans le journal La Tribune de Sherbrooke le lundi 29 juin 1970. Le titre se veut « 9 morts et 3 blessés ». Au même endroit que la tragédie du 29 mars près de Victoriaville. L'article disait « La plus grave tragédie routière à se produire dans la région des Bois-Francs depuis plusieurs années est survenue hier après-midi à l'intersection du rang 2 de Saint-Louis-de-Blandford et de la grande ligne chemin de Victoriaville. C'est à la croisée de la route maintenant appelée 162 et 165. À environ 15 km de Victoriaville. 9 personnes ont perdu la vie sur le coup. 2 automobiles sont entrées en collision vers 2h15. 3 autres personnes ont dû être transportées d'urgence à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Donc 9 décédés et 3 blessés. L'article dit aussi l'auto conduite par M. Blanchette et dans lequel avaient pris place 7 personnes. Oui, en 1960, les années 70, les automobiles étaient configurées différemment, des longs sièges, et c'était commun d'avoir de très grandes familles, et tout le monde embarquait dans le même véhicule. On ne regardait pas le nombre de ceintures de sécurité, c'était pas la mœurs de l'époque. Donc, bref, on continue. Donc, 7 personnes pris place à l'intérieur de l'automobile qui frappait le côté avant de la voiture de M. Roy.
Les 5 personnes de ces derniers véhicules ont tous perdu la vie. La Sûreté du Québec, section de Victoriaville, dépêcha 4 autopatrouilles sur les lieux de l'accident. Maintenant, un bout de l'article qui est assez prenant, c'est un porte-parole de la Sûreté du Québec a fait savoir que l'accident s'est produit lorsqu'une voiture a apparemment brûlé un arrêt. Des témoins ont déclaré que les corps des victimes étaient étendus partout sur la route. Il y avait des morts partout, a déclaré M. Leclerc, 45 ans, propriétaire d'un garage situé près de la scène de la tragédie. Les corps des victimes et des 3 blessés furent conduits à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca où le docteur Michel Roux constata les 9 décès. Par ailleurs, aussi, dans le même article, on mentionne à la suite de l'accident du 29 mars de la même année, coûtant la vie à 4 personnes à la même intersection, le ministère des Transports décidait d'installer une lumière clignotante pour prévenir du danger. On devra, semble-t-il, faire autre chose pour renforcer la sécurité des voyageurs. En terminant l'article, ça dit « L'accident a été décrit comme la plus tragique au Canada depuis que 9 personnes ont été tuées près de Sudbury, Ontario, le 28 mars. 10 personnes avaient perdu la vie dans un accident survenu au nord de l'Ontario le 17 juillet 1967. » Donc, revenons à la vidéo et juste pour tester, on va aller voir si les équipements de détection réagissent. Bon, eh bien, ça y est, nous sommes arrivés au coin le plus dangereux, probablement le plus dangereux au Québec. Donc, je vais aller placer mon équipement de détection, puis juste pour tester, pour voir si ça répond bien. Donc, je vais placer ça, on vient tout de suite. Bon, donc ici, je vous épargne un peu du temps. J'ai avancé plus rapide la vidéo. Bon, vous savez, ça ne servait pas à grand-chose. Je vous montrais ça pendant 45 minutes. Donc, il ne s'est rien passé. Bon, bref. Petite récapitulation sur les 3 endroits. Au premier cimetière, vous avez vu le K2 réagir très fortement. C'est que lorsqu'on crée des vidéos, on a besoin d'un microphone et certains créateurs de vidéos vont utiliser des microphones comme ceux-ci. Je ne sais pas si on les voit bien à la caméra, là. C'est des micros sans fil. On attache un après soit votre téléphone ou soit la caméra et l'autre, on l'attache après nous. Donc, on n'a pas besoin de fil entre les deux, entre la caméra qui vous filme et votre micro. Ça marche par Wi-Fi et lorsque j'ai approché mon cellulaire qui était accroché avec le récepteur du microphone, ça fait réagir le K2. Je m'en suis rendu compte en l'approchant et j'ai bien vu que c'était le microphone Wi-Fi qui faisait réagir. Donc, c'est très important. Il ne faut pas tout croire, il ne faut pas tout voir. Il y a des façons de faire activer ces appareils-là à distance un peu. Puis même plus proche comme moi, vous avez vu. Donc, méfiez-vous de ce que vous voyez quelquefois. Pour la deuxième vidéo, dans l'autre cimetière, il ne s'est rien passé. J'ai resté là à peu près 45 minutes. Il ne s'est rien passé d'anormal. Tout était bien tranquille. Dans le troisième cimetière,
Bien évidemment, il y avait du monde, il y avait beaucoup de curieux, il y avait du monde qui venait se recueillir sur au pierre tombale de le défunt, de le membre de la famille décédée. Et il fallait être très discret. J'y ai été le jour. Est-ce que les esprits, les spectres vont réagir plus le jour, plus la nuit? À vous de me le dire. Bref, je crois pas qu'il se fie bien à le montre une fois que tu es passé de l'autre côté. Bref, vous avez toutes vos théories. Je voulais les tester durant le jour. J'irai un soir, une nuit la prochaine fois, mais cette fois-ci c'est à jour. À la troisième, qu'est-ce qui s'est passé? Le REM pod a très réagi fort, et vous l'avez vu sur les images, ainsi que le K2. Sur le coup, j'ai eu la chienne, je vais vous dire. J'ai pas trouvé ça drôle. J'ai pas aimé ça bien, mais je me suis rendu compte d'une chose. Dans la vidéo, peut-être qu'on l'entend, on entend de la machinerie lourde. Il y avait 2 employés qui faisaient des travaux, qui enlevaient les feuilles et qui faisaient des travaux sur le terrain du cimetière. Et je me suis rendu compte, en quittant les lieux, je me suis dirigé vers la sortie à côté du petit entrepôt où un genre de garage où les employés semblaient se réunir et allaient chercher des outils pour travailler. J'ai vu un des employés parler avec une radio walkie-talkie. Et il semblait parler à un autre individu qui bougeait sur le terrain avec son excavatrice. Je me suis dit, est-ce que ça serait les ondes des radios portables qui auraient dérangé les outils? Ce que j'ai fait, c'est que je me suis stationné pas loin du garage de façon discrète. J'ai allumé les deux, le K2 et le REM pod. Et j'avais un regard sur l'employé qui parlait à la radio. À toutes les fois qu'il parlait à l'autre, à son copain qui travaillait plus loin, les 2 items, les 2 articles de détection enclenchent. Il réagissait vraiment à la communication radio qui se passait entre les 2 employés. Donc, j'en ai déduit vraiment que les radiocommunications peuvent aussi très fortement déranger ces appareils-là. Donc, il faut être très sélectif, très à l'affût lorsqu'on fait ce genre de détection. Je crois que lorsqu'on s'amuse ou qu'on travaille avec ces genres d'instruments, ils peuvent être facilement dérangés par la communication des radios. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié quand même une petite vidéo différente des autres. Et je vous dis à la prochaine, restez à l'écoute, car prochainement, j'ai une histoire très, très intéressante pour vous. On parle d'exorcisme. Donc, restez à l'écoute, abonnez-vous, likez, et je vous dis à la prochaine.